Il est 8h02. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Nous prendrons la direction de l'île de la Réunion dès le début de ce journal. Cela fait 11 jours que le quotidien sur place, ce sont les barrages et la violence. La ministre des Outre-mer vient d'atterrir à Saint-Denis. Question, Annick Girardin sera-t-elle en mesure de ramener le calme ? Elle ne pourra sans doute pas se servir des annonces d'Emmanuel Macron hier. C'est un dialogue de sourds entre le chef de l'État et les Gilets jaunes. Un nouvel appel à manifester a été lancé pour samedi prochain. Et enfin, que se passe-t-il à Orléans ? Un agresseur sexuel sévit sur le campus universitaire. 5 étudiantes ont subi ces attouchements en seulement une semaine. L'homme est activement recherché. Europe 1. 11 jours de blocage, des violences urbaines presque tous les soirs, des affrontements quotidiens avec les gendarmes sur les multiples barrages qui parsèment l'île. S'il y a bien un endroit où le mouvement des Gilets jaunes s'est durci, c'est à La Réunion. La ministre des Outre-mer vient d'atterrir à Saint-Denis. Vous êtes sur place avec elle, Gwendoline de Bono. Bonjour. Bonjour. Annick Girardin, Gwendoline n'a pas l'intention de s'échapper. Elle veut aller sur les barrages pour se confronter aux Gilets jaunes et elle ne va pas être déçue, c'est ça ? Oui, dès sa sortie du terminal, le ton est donné. Annick Girardin est accueillie sous les huées et tout juste arrivée. Elle peut mesurer la colère de l'île paralysée, mais aussi les attentes que suscite sa visite. Au premier barrage, sur l'échangeur proche de l'aéroport, des centaines de gilets jaunes l'attendent au cri de démission. La ministre des Outre-mer répète qu'elle est là pour écouter, dialoguer des heures s'il le faut, mais elle a bien du mal à se faire entendre. La Réunion est une fille de la République, dit-elle. Les gilets jaunes lui parlent des affrontements avec les forces de l'ordre. Une Marseillaise est entonnée dans la chaleur étouffante. Les gilets jaunes se succèdent au micro pour parler de leurs revendications et il y en a presque autant que de manifestants. Une retraitée demande à Annick Girardin de revoir les petites retraites à la hausse. Des étudiants prennent ensuite la parole. Une mère de famille raconte ses fins de mois impossibles à boucler. Annick Girardin reste silencieuse, elle écoute. Elle devrait faire ici des annonces concernant l'emploi et le coût de la vie plus cher à La Réunion que dans l'Hexagone. La ministre des Outre-mer veut se rendre dans toutes les parties de l'île et ne repartir que lorsqu'il y aura des signes d'apaisement. Vu la tonalité ce matin, elle pourrait rester plusieurs jours à La Réunion. Merci Gwendoline de Bono, vous étiez en direct de Saint-Denis de La Réunion pour Europe 1. Et à Paris, David, c'est un dialogue de sourds qui s'installe entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes. Oui, comme si la situation était figée, quoi que dise le président de la République. Les annonces du chef de l'État n'auront eu aucun effet sur les Gilets jaunes. Après une rencontre hier soir entre deux porte-paroles et François de Rugy, un nouvel appel à manifester samedi prochain sur les Champs-Élysées a été lancé. Par ailleurs, ils ne veulent plus parler au ministre de l'écologie, ils veulent être reçus par le porte-parole du gouvernement ou le Premier ministre. Voilà qui commence vraiment à sentir mauvais sur le plan politique. Adrien Beck nous a rejoint. Bonjour Adrien. Bonjour. Les inquiétudes s'expriment, Adrien, de plus en plus librement au sein même de la majorité. Oui, et y compris chez les députés les plus loyaux au président. L'un d'entre eux, hier hors micro, refuse presque de me répondre. Il me dit, le geste sur le carburant, c'est une mesurette noyée au milieu d'un trop long discours. Et puis, il y a toute l'aile écolo de la majorité, quelques dizaines de députés. Ils sont sur la même tonalité. C'est le cas de Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire. Lui se dit carrément déçu. Les réponses, les annonces nouvelles n'ont pas été faites aujourd'hui. Alors s'ouvre une grande concertation de 3 mois avec l'ensemble des acteurs. C'est intéressant de redialoguer avec toutes les forces organisées. Je crois que ça aurait été encore mieux si on avait eu en plus des mesures fortes dès maintenant sur la rénovation énergétique. Voilà, des députés qui ne cachent donc pas leur malaise. D'autres voix dans la majorité avaient déjà fait entendre leurs différences ces dernières semaines. Jean-Yves Le Drian, rappelez-vous sur Europe 1, François Bayrou, le maire de Pau, qui semblait hier soir un peu rassuré, mais dans les rangs de la majorité, même si certains saluaient l'inflexion présidentielle, tous sont unanimes. Ces mesures sont encore beaucoup trop floues, pas assez concrètes, et une chose est sûre, ça ne suffira pas à éteindre la colère. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Merci Adrien pour ces informations. J'ajoute sur ce sujet des éléments concernant les doléances des Gilets jaunes. Les porte-paroles qui ont été reçus hier par François de Rugy ont transmis des demandes. Ça va beaucoup plus loin que la simple fiscalité du carburant. Ils demandent la baisse de toutes les taxes et la création d'une assemblée citoyenne. Et puis à l'origine de tout ce que vous venez d'évoquer, il y a une colère sourde et profonde installée dans le pays, David Doucan. Oui,
et Europe 1 s'attache à en comprendre les ressorts. Toute la semaine, nos reporters ont pris leur quartier dans la ville de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, où se conjuguent toutes les exaspérations. 6700 habitants, 65% de logements sociaux, pas de transport en commun digne de ce nom, et un centre urbain qui périclite comme dans de très nombreuses villes moyennes de notre pays. À Mourinx, depuis 2015, plus d'une dizaine de commerces a fermé. La mairie se bat pour faire ouvrir des boutiques. Cela marche, mais les élus locaux se débrouillent tout seuls, sans l'État. Reportage, Théo Manval. C'est aujourd'hui un restaurant, celui de Céline et de son mari. Il y a encore 2 mois, c'était le local vide d'une ancienne boucherie, fermée faute de repreneurs. À Mourinx, une dizaine de commerces ont baissé le rideau depuis 3 ans. Alors pour stopper l'hémorragie, la mairie a décidé de racheter plusieurs locaux, de faire signer un bail précaire à très faible loyer à ceux qui voulaient se lancer. Vous payez combien de loyer ? 350 € par mois, 50% en dessous du prix du marché. Et sans ça, vous auriez pu vous installer ? Non. Et aujourd'hui, l'affaire, elle tourne, on est là à midi, il y a du monde. Les gens qui habitent dans les petites villes comme la nôtre, ils ont envie que leur ville soit vivante, que les commerces soient ouverts. Et on a l'impression que les pouvoirs au-dessus, ils font tout le contraire pour que les gens ils viennent ici pour dormir, ils aillent consommer ailleurs. Car ces aides de la mairie ne sont valables qu'1 an, renouvelables. Après, tout risque de retomber. D'où l'appel de l'adjointe au commerce Sylvie Mousquès qui ne veut pas voir fermer la nouvelle cordonnerie ou le magasin d'informatique. Il y a de l'aide au niveau des mairies, mais après, on a besoin d'une aide de la part de l'État. Il est temps de faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de vivre de son commerce. Bien souvent, il faut que le conjoint soit salarié. Et aille travailler hors de Mourinx, prenne la voiture et accessoirement fasse le plein. À Mourinx, Théo Manval, Europe 1. Le journal avec David Doucan à la suite du journal direction Orléans, peur sur la ville. Oui, en particulier sur le campus universitaire. 5 étudiantes ont été victimes d'attouchements. Toujours le même scénario. Elles sont en train de rentrer chez elles une fois la nuit tombée et un homme leur tombe dessus. C'est arrivé 5 fois en seulement une semaine. Une enquête est ouverte. L'agresseur est activement recherché par la police. Rémi Bossaron, vous êtes sur place et vous vous trouvez pour Europe 1 dans la rue où toutes ces agressions ont été commises. Oui, c'est une petite rue de ce campus, bordée par des arbres qui longent les tours d'une résidence universitaire. C'est ici, effectivement, qu'ont été agressées ces jeunes filles, avec à chaque fois le même scénario. L'homme les suit, le visage caché par une capuche, puis il se jette sur elles, les touche à travers leurs vêtements et s'enfuit quand elles commencent à crier. Cette menace, tout le monde en parle, elle effraie les étudiantes, comme Samira, que j'ai rencontrée hier soir ici, alors qu'elle rentrait chez elle d'un pas pressé. On a peur. On essaye de rentrer plus tôt, de faire des courses le matin si on a le temps, parce que quand on termine à 19h, c'est un peu dangereux quand même. Surtout de l'université jusqu'à la résidence chez Châtaignier, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Alors l'université assure tout de même que les patrouilles de police ont été renforcées ici, mais depuis qu'elle a lancé un appel à la vigilance lundi sur les réseaux sociaux, certaines, comme Sarah, osent à peine sortir de chez elle. J'ai essayé d'aller au cours, après en rentrant je ne sors plus. Je ne peux pas aller par exemple pour faire des courses maintenant ou pour des rendez-vous. J'ai peur qu'il arrive quelque chose. Et l'université cherche désormais à savoir en interne si d'autres étudiantes ont subi une agression similaire. Merci Rémi Botsaron, vous étiez en direct d'Orléans pour Europe 1. Les clubs français en Ligue des Champions, on est loin du parcours de santé. Oui, en effet, hier soir, l'Olympique Lyonnais a concédé le match nul face à Manchester City. De partout, l'OL peut encore se qualifier pour les 8e, mais ça ne sera pas facile. Quant au Paris Saint-Germain, il affronte ce soir le club de Liverpool et les Parisiens sont dans une situation encore plus délicate que celle des Lyonnais, Simon Rubin. Ce soir, c'est bien plus qu'un match de football. Pour le PSG, l'enjeu est économique, stratégique. C'est tout le projet qatari qui joue une partie de son avenir. Rendez-vous compte, le Qatar a investi plus d'1,5 milliard d'euros au PSG. Une élimination est donc inenvisageable. Au club, on a affiché une relative sérénité toute la semaine, mais les dirigeants sont bien conscients de l'enjeu et du risque. Le défenseur Thomas Meunier le dit également, la pression monte. Déjà, on est un peu au pied du mur. Le scénario est un peu différent. C'est pas comme si on avait un maximum de points et qu'on pouvait se permettre, une erreur. Là, ici, on va devoir faire le jeu, on va devoir jouer offensive, prendre un peu plus de risques même. Il faut juste voir un visage du PSG motivé, offensif. Voilà, on va juste gagner. On n'a pas le choix. En cas d'élimination, le Qatar ne lâcherait pas Paris, évidemment, mais il s'agirait d'un coup d'arrêt au projet dispendieux du PSG et d'une humiliation intolérable pour le Qatar. Les membres de l'état-major du club le savent, ce soir, leurs têtes sont sur le billot et seuls les joueurs peuvent éviter au PSG un naufrage historique. Simon Rubin
du service des sports d'Europe 1. Je vous fais un brief rapide, Nikos, parce qu'on est tous bien en tête la situation. Paris peut être éliminé dès ce soir de la Ligue des Champions s'ils perdent contre Liverpool et que dans le même temps, les Italiens de Naples battent Belgrade. Mais Mbappé et... Ils sont là. Mbappé, Neymar, ils sont là. Voilà. On est rassurés. Ils vont mieux. Merci beaucoup, Neymar, Mbappé. En force, c'était le journal de David Doucan.